Alors, soignants et soignés n'échapperont pas au vieillissement et vous voyez sur ce graphique la répartition de la population française depuis les années 50. Vous voyez que dans les années 50, les plus de 60 ans représentaient 15% de la population. À l'heure actuelle, les plus de 60 représentent 25%. Et il est projeté qu'en 2050, eh bien, ça soit un tiers de la population. En 2050, j'aurai presque 75 ans, donc j'appartiendrai à cette frange-ci qui représentera 15% de nos compatriotes. Donc je ne serai peut-être pas à la retraite encore à ce moment-là, mais vous voyez que ce sera un impact majeur pour nous. Alors, voici le plan que je vous propose. On verra la prise en charge du sujet âgé pour l'hépatite C, les NAFLD, le carcinome hépatocellulaire, transplantation hépatique, avec la problématique du donneur âgé et du receveur âgé, et puis la place du gériatre. Alors, vieillissement et hépatite C, le sujet est à la mode. Pourquoi? Parce que l'hépatite C est fréquente chez le sujet âgé. Vous voyez ici les prévalences des patients des sérologies hépatite C positives. Elles sont variables selon les pays. Vous voyez qu'aux États-Unis, on estime que 1% des plus de 70 ans ont une sérologie C positive. Mais c'est parfois beaucoup plus important, notamment en Europe. Vous voyez que certains villages italiens voient 11 à 33% des plus de 60 ans qui ont une sérologie C positive. Certains villages au Japon aussi, vous voyez que les plus de 80 ans, 41%. Et en Égypte, dans certains villages de la vallée du Nil, 40% de sérologie C positive chez les plus de 60 ans. Ces disparités s'expliquent pour différentes raisons historiques. Donc l'hépatite C, c'est fréquent chez le sujet âgé. Est-ce que c'est grave? Oui. Nos maîtres ont montré que l'âge était associé de façon indépendante à la durée de l'évolution, à une accélération de la progression de la fibrose, notamment au-delà de 50 ans. C'est les travaux de Thierry Poinard. Également, l'âge est associé au cours de l'hépatite C à la majoration du risque d'apparition d'un carcinome hépatocellulaire et à la majoration de la fatigue. Donc c'est fréquent, c'est plus sévère. Est-ce que le traitement marche chez ces patients-là? Un des éléments de réponse est apporté par cette étude japonaise, vous voyez, qui a suivi pendant 15 ans des sujets de plus de 60 ans qui avaient une hépatite C. À l'époque, ils pouvaient être traités que par interféron, mais vous voyez que quand même le groupe de 454 patients traités par interféron voyait une franche diminution du taux de carcinome hépatocellulaire au cours du temps et une amélioration de la survie tout à fait significative. Donc, c'est fréquent, c'est plus grave, et quand on les traite, ça va mieux. Comment les traiter? Pendant longtemps, on n'a eu que la bithérapie, interféron, pégylé, ribavirine, et comme vous le savez, les taux de guérison étaient plus faibles chez le sujet âgé que chez le sujet jeune, essentiellement parce que la tolérance était médiocre et il y avait de nombreux arrêts prématurés. Lorsque les trithérapies avec boceprevir et talaprevir sont arrivées, on avait appris à ce moment-là à optimiser le traitement. Et donc, on a obtenu des réponses virologiques soutenues qui étaient similaires chez les sujets âgés et chez les sujets jeunes, mais c'était au prix de plus d'anémie et avec nécessité d'utiliser de l'EPO et des transfusions sanguines. Tout ça, c'est du passé. La révolution des antiviraux directs, c'est aussi pour les sujets âgés. Alors, ceci dit, vous voyez que dans les études pivotales, ces sujets âgés restent peu représentés. Dans les études Lyon 1, 2, 3, les plus de 65 ans représentaient entre 4 et 8% des patients. Mais vous voyez que les taux de guérison étaient excellents et similaires chez ces plus de 65 ans par rapport aux moins de 65 ans. Dans les études avec la 3D, eh bien, il n'y avait pas de patients de plus de 70 ans, mais pour les quelques patients, enfin une cohorte de 175 patients de plus de 65 ans, là encore, les taux de guérison étaient excellents. Il n'y avait pas de différence entre les plus de 55 et les moins de 5 ans. Donc ça marche très bien. Donc, comment faire? Parce que la problématique peut être l'objet de polémiques. Je rappelle qu'il n'y a pas de limite d'âge fixée dans les recommandations de l'AFEF, ni dans le rapport DUMO, ni dans les recommandations HAS, ni dans les recommandations EASL. Alors cet algorithme a été proposé par un auteur italien récemment, je le trouve assez pragmatique. Il dit finalement, face à un sujet âgé avec une hépatite C, il propose d'exclure en premier les patients qui ont des comorbidités décompensées qui vont mettre en jeu son espérance de vie à court terme. Ensuite, il faut exclure les patients qui pourraient avoir des interactions médicamenteuses entre les traitements d'hépatite C et d'autres traitements indispensables pour eux. Attention à la cordarone.
Et puis ensuite, deux cas de figure. Soit vous êtes dans un pays parfait, sans restrictions économiques, idéalement vous pourriez traiter tout le monde, soit on est un peu plus dans la réalité, comme en France, avec des ressources limitées. Et là, on peut se poser la question de l'évaluation de la fibrose hépatique et l'évaluation de l'espérance de vie selon les autres comorbidités, afin de tenter de répondre à la question: l'hépatite virale C va-t-elle vraiment impacter la survie du patient? Si la réponse est plutôt oui, c'est plutôt traitement. Si la réponse est plutôt non, c'est plutôt surveillance et réévaluation régulière de la fibrose. Alors, deuxième chapitre, patients âgés et NAFLD. Alors, il y a une littérature assez marquée. Globalement, lorsque la NAFLD est évaluée par stéatose échographique, les études semblent montrer qu'il y aurait une diminution de la prévalence de la NAFLD avec l'avancée en âge. Vous voyez ici les histogrammes noirs. Il semblerait qu'il y ait moins de stéatose avec l'avancée des décennies. En fait, le biais, alors c'est corrélé avec, par exemple, cette étude hollandaise. Vous voyez que 2811 Hollandais, essentiellement des femmes de 76 ans, avaient une stéatose évaluée par échographie. Vous voyez en rouge les facteurs associés à la présence de cette stéatose échographique. On retrouve des facteurs classiques du syndrome métabolique, l'élévation de la glycémie, l'élévation du tour de taille, des triglycérides, l'élévation de la pression artérielle, le tabagisme, donc facteurs aggravants, et puis des facteurs protecteurs, l'activité physique et, curieusement, l'âge. Donc, y aurait-il un rapport inverse entre l'âge et la présence des NAFLD? En fait, a priori, non, car le biais de ces études, c'est que l'évaluation échographique de la stéatose est un reflet imparfait de la maladie. En effet, si vous prenez cette cohorte américaine récemment publiée dans Hépatologie, presque 800 patients avec des biopsies hépatiques, là, les auteurs ont comparé l'atteinte histologique entre les plus de 65 ans, qui faisaient un groupe de 61 individus, versus les moins de 64 ans. Vous voyez qu'en fait, il y a plus de NASH chez les patients de plus de 65 ans. Donc, les patients âgés auraient plus de NASH. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la stéatose, c'est que les patients qui sont avec des NASH bien définis, les sujets âgés, eh bien, ont proportionnellement moins de stéatose que les sujets plus jeunes. Donc en fait, le message, c'est que les patients âgés avec une NASH ont proportionnellement une stéatose moins sévère que les patients plus jeunes. Et ça s'accompagne également, l'avancée en âge au cours des NAFLD, d'une progression de la fibrose qui est plus marquée. Vous voyez qu'ici, il y a plus de patients cirrhotiques, plus de patients avec une fibrose en pont chez les sujets âgés par rapport aux sujets plus jeunes. Et donc finalement, c'est assez logique parce qu'on savait qu'il y avait une corrélation inverse entre stéatose et fibrose. Donc finalement, plus vous avancez en âge, plus la maladie NASH est présente, elle va faire plus de fibrose et la stéatose va diminuer. Et au stade final, vous pouvez même arriver à des foies de cirrhose qui n'ont plus du tout de stéatose. Éventuellement, le processus inflammatoire peut s'éteindre et c'est la cirrhose cryptogénique qui est difficile à diagnostiquer, avec une NASH burn-out. Alors, un mot sur les autres maladies du foie et l'avancée en âge. Globalement, la littérature montre que ce n'est pas très bon de vieillir avec une maladie chronique. Globalement, vous avez plus de fibrose et plus de mortalité. Ça a été montré dans la maladie alcoolique du foie avec une association mortalité et âge. Également une association avec la mortalité au cours de la CBP, du déficit en alpha-antitrypsine et du Budd-Chiari. L'association fibrose-cirrhose est bien montrée au cours de l'hépatite B, des hépatites auto-immunes et de l'hémochromatose. Alors, sujet âgé, carcinome hépatocellulaire. Comme vous le savez, l'âge n'est pas pris en compte dans la classification BCLC, qui prend en compte le performance statut, le volume tumoral, le nombre de nodules, l'invasion tumorale et le score de Child-Pugh. Mais on est confronté à ces patients-là, finalement, à avoir besoin de l'oncogériatre pour nous aider à savoir si on va pouvoir les prendre en charge selon les modalités du BCLC. Alors, la littérature est assez abondante sur la prise en charge des patients avec un carcinome hépatocellulaire. Globalement, la limite, c'est plutôt 70 ans qu'on trouve comme chiffre. Globalement, pour des patients de plus de 70 ans sélectionnés versus des patients de moins de 70 ans, on observe une survie globale similaire après résection chirurgicale, radiofréquence ou chimioembolisation intra-artérielle hépatique. Donc évidemment, la sélection est l'élément essentiel du processus. C'est difficile d'ailleurs à modéliser dans la littérature, chaque centre ayant ses spécificités. Qu'en est-il des techniques un peu plus récentes? Eh bien, avec la radioembolisation, ce beau papier a été publié récemment. Vous voyez que
C'est une cohorte européenne avec 128 patients de plus de 70 ans qui étaient comparés à 197 de moins de 70 ans. Les deux groupes étaient comparables pour le stade BCLC, l'alpha-fétoprotéine, le performance statut, la cause de la cirrhose, le traitement antérieur. La tolérance de la radiomobilisation chez les sujets âgés et plus jeunes était similaire. Vous voyez que l'efficacité en termes de survie globale était exactement comparable avec des médianes à 12 et 14 mois respectivement. Quid du sorafenib? Eh bien, on a une belle étude japonaise qui a comparé 132 patients de plus de 75 ans, appareillés parfaitement des patients de moins de 75 ans, comparables pour le BCLC, l'alpha-fétoprotéine, le performance statut, la cause de la maladie et la dose de sorafenib. Là encore, la tolérance était similaire. Et vous voyez que sur l'efficacité, eh bien, les survies globales sont exactement similaires, avec des médianes à 10 et 9 mois. Alors, qu'en est-il de la transplantation hépatique et de l'avancée en âge? Ça pose deux problèmes, la question du donneur âgé et la question du receveur âgé. Alors, à l'heure actuelle, les patients de plus de 60 ans représentent déjà 20% des patients qui sont transplantés hépatiques en Europe et en France. En France, il y a 10% des patients transplantés qui ont plus de 65 ans. Vous voyez, les causes de la transplantation chez ces patients, c'est la cirrhose dans 61% des cas et le cancer dans 27% des cas. Alors, quand on regarde de la survie chez ces patients, c'est une étude américaine issue du gros registre américain UNOS. Vous voyez, 28 910 transplantations, suivies entre 2003 et 2008. Vous voyez qu'ils ont quand même greffé 2,6% de leurs patients avec plus de 70 ans. Ça fait quand même 743 patients. Ils ne rentrent pas dans les détails sur les critères de sélection, c'est probablement un enjeu important. Vous voyez qu'ils ont comparé la survie entre les plus de 70 ans et les moins de 70 ans, différenciant les patients transplantés pour carcinome hépatocellulaire ou pour cirrhose décompensée. Vous voyez ici les courbes en bleu et vert, c'est les plus de 70 ans. Vous voyez que ça fait moins bien que les moins de 70 ans, quelle que soit la cause de la transplantation. Mais vous voyez qu'à 5 ans, il y a une survie globale qui est encore à 60%, donc ce n'est pas si mal. Alors, l'autre question, c'est le vieillissement des greffons. Vous voyez qu'en Europe, eh bien, 30% des greffons proposés sont issus de donneurs qui ont plus de 60 ans. Alors, ça pose un problème dans cette période de raréfaction d'organes. Est-ce qu'on peut utiliser des greffons de sujets âgés? Est-ce que ça donne des bons résultats? Il y a deux études récentes qui permettent d'ouvrir la question. Première étude menée à Beaujon avec une enquête de l'Agence de la biomédecine qui a repris de façon rétrospective de 2004 à 2014 253 patients transplantés hépatiques avec des greffons issus de sujets entre 40 et 60 ans versus des sujets transplantés avec des greffons âgés issus de donneurs entre 75 et 92 ans. Généralement, les greffons proposés sont issus de donneurs qui n'ont pas de comorbidité sévère. Et vous voyez, lorsque l'on regarde la survie du greffon à 5 et 10 ans, eh bien, elle est comparable dans les deux groupes, greffons jeunes, greffons âgés. En analyse multivariée, seul le statut hépatite C et le score MEL étaient des facteurs pronostiques indépendants de la survie du greffon. Alors, c'est plutôt un message rassurant. Évidemment, le prix à payer à chaque fois, ce sont les lésions biliaires qui sont plus fréquentes, avec plus de complications biliaires dans le groupe de receveurs de greffons âgés. Il n'y avait par contre pas plus de dysfonction précoce du greffon et pas plus de thrombose de l'artère hépatique. Donc, les greffons de sujets âgés sans comorbidité peuvent être utilisés avec de bons résultats. Une autre étude récemment présentée, une étude italienne, aide un petit peu à la discussion. Vous voyez que là, ils proposaient des greffons exclusivement de donneurs qui avaient plus de 80 ans. C'était 106 patients âgés de 55 ans qui recevaient donc des greffons de plus de 80 ans, comparé à 106 patients qui avaient un greffon issu de donneurs plus jeunes de 18 à 39 ans. Les greffons proposés de plus de 80 ans étaient systématiquement biopsiés et éliminés s'il y avait de l'inflammation, une fibrose ou une stéatose supérieure à 30%. Les deux groupes étaient appareillés sur l'indication de la transplantation hépatique et donc le stade hépatite C, le niveau de MELD, le temps d'ischémie froide et le temps d'ischémie chaude. Vous voyez que là, la survie du greffon, pour les patients qui recevaient un greffon supérieur à 80 ans, eh bien, est moins bonne significativement que les patients qui ont un greffon plus jeune.
Et là encore, la cause de la perte du greffon, c'est la récidive plus sévère de l'hépatite C chez les patients plus âgés, et ce sont les lésions biliaires ischémiques qui sont plus sévères. Également, dans le groupe des patients qui recevaient un greffon plus âgé, il y avait plus de lésions biliaires en général qui nécessitaient plus de gestes type ERCP. Donc le message, c'est qu'une sélection rigoureuse des patients, des greffons et une prise en charge proactive, diagnostique et thérapeutique des atteintes biliaires est nécessaire lors de l'utilisation des greffons de sujets de plus de 80 ans. Alors, quelle est la place du gériatre dans ces hépatopathies ? Globalement, notre collaboration régulière avec les oncogériatres a fait qu'ils nous ont appris qu'on pouvait grossièrement classer la population des plus de 65-70 ans en 3 groupes. Vous avez, première catégorie, le sujet âgé vieillissant robuste. C'est celui qui est en pleine forme. Et vous avez à l'extrémité le sujet âgé vieillissant dépendant. Et entre les deux, eh bien, le sujet âgé préfragile ou fragile. Alors la fragilité, c'est un critère un peu difficile à définir. Ce sont ces patients qui ont une autonomie plus ou moins altérée à domicile. Et il suffit de quelques événements un peu stressants dans leur vie pour les faire basculer dans la dépendance. Différents critères de Fried ont été proposés pour diagnostiquer la fragilité. Globalement, ils reposent sur l'évaluation de la force musculaire, de la fatigue, la réduction de l'activité physique, la perte de poids et le ralentissement de la vitesse de marche. Donc, globalement, pour être schématique, le patient qui est dans votre salle d'attente, que vous appelez, qui se lève comme un zébulon de son siège, qui court vers vous, qui vous écrase la main quand il vous dit bonjour et qui vous raconte dans le détail qui marche 4 km par jour, celui-là, c'est un robuste. Inversement, si vous voyez, en faisant la visite au fond du lit, qui ne vous reconnaît pas, sûrement, il n'est pas en grande forme. Et puis, entre les deux, vous avez les patients fragiles pour lesquels on va avoir besoin de l'oncogériatre. Alors, quelle est l'approche faite par les gériatres dans cette stratégie? Ils ont beaucoup travaillé sur le patient âgé avec cancer. Et donc, l'équipe de Balducci a proposé un algorithme qui voudrait que pour tout sujet âgé avec un cancer, il y ait une évaluation qui soit faite. Le sujet vivant à domicile ou le sujet âgé hospitalisé pourrait bénéficier d'un dépistage. Les outils de dépistage ne sont pas encore bien validés. L'encodage G8 pourrait être utilisé, mais il est très sensible, mais pas très spécifique. Toujours est-il que ces tests peuvent être faits par des paramédicaux, ce qui peut permettre d'économiser du temps médical. Si le sujet est robuste, eh bien, globalement, il aura un traitement antitumoral de même type que le traitement pour les patients plus jeunes. Si par contre le test dépiste un patient fragile ou préfragile, eh bien là, une évaluation gériatrique standardisée est utile. Pour les patients qui vivent en EHPAD, eh bien, ça, c'est souvent des patients généralement fragiles, souvent dépendants. Et là, l'évaluation gériatrique standardisée est indispensable. Globalement, à l'issue de l'évaluation gériatrique, soit vous avez un patient qui est vraiment très altéré pour lequel seuls des soins de support pourraient être faits, soit vous avez un patient qui est fragile mais pour lequel les soins peuvent être faits. Et l'objectif de l'oncogériatre avec une équipe multidisciplinaire, ça va être de proposer des soins oncologiques personnalisés en s'aidant d'une approche transversale avec les différents intervenants hépato-gastroentérologues, chirurgiens, oncologues, mais également la kinésithérapeute, la physiothérapeute, les travailleurs sociaux et l'infirmière. Donc, en conclusion, j'ai voulu vous montrer que les traitements antiviraux directs étaient possibles chez les sujets âgés ayant une hépatite C en bon état général. Les sujets âgés avec une NAFLD ont moins de fibrose moins de stéatose lorsque la fibrose se majore. Il y a une augmentation fibrose et mortalité avec l'âge lors de la plupart des hépatopathies. Au niveau du traitement du carcinome hépatocellulaire, il est possible chez des sujets âgés sélectionnés. Le recours à l'oncogériatre est souvent utile. Les greffons hépatiques issus de donneurs âgés sans autres facteurs limitants peuvent être utilisés, mais c'est souvent au prix de plus de lésions biliaires. Et la transplantation hépatique est possible chez des sujets de plus de 65 ans bien sélectionnés. En résumé, l'état général est plus important que l'âge administratif. Je vous remercie.